Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai grand bonheur de vous présenter, comme à l'occasion, deux organismes et j'ai grand plaisir de commencer tout ça à Québec. Restez en ondes. Alors, bienvenue encore une fois à l'émission Les Héros Anonymes. Toujours un plaisir d'être au micro de cette émission pour vous présenter les organismes qui font la différence et qui ne devraient surtout pas être anonymes. Pour commencer cette première partie de l'émission, on va le faire avec Donald de Gingras, qui est directeur général du réseau Patro. Bonjour, Donald Gingras. Bonjour, Daniel, ça va bien? Ça va très bien vous-même. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Grand plaisir. Réseau Patro, je connais. Je connais votre nom, je connais un peu la région de Québec pour y avoir habité pendant un bon moment. Mais en même temps, je réalise que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. C'est une fondation aussi, c'est un réseau. De quoi on parle exactement? Exact. Ben écoute, effectivement, que des fois que c'est pas clair. En fait, le réseau Patro est tout nouveau. C'est quelque chose que les 7 Patros. Je vais commencer par les 7 Patros. Il y a 7 Patros parce que, en fait, c'est surtout eux, moi, que je veux sortir de l'ombre. C'est ceux qui sont sur le terrain dans les Patros. Moi, j'ai la chance d'être au service de ces 7 Patros-là avec une petite équipe au réseau et à la Fondation Patro. Il y a 7 Patros au Québec, puis un en Ontario. En fait, il y a un Patro à Ottawa, dans la base ville d'Ottawa, dans le quartier francophone d'Ottawa. Ensuite de ça, il y en a un dans le quartier Villeray à Montréal, le Patro Villeray. Il y en a un au Saguenay, le Patro de Jonquière. Et il y en a 3 dans la ville de Québec, le Patro Laval dans la Basse-Ville, le Patro Rocamadour dans Limoilou et le Patro de Charlebourg, et le Patro de Lévis. Donc, c'est les 7 Patros qui créent ce réseau Patro-là. Fait que nous, le réseau, on est là pour supporter les 7 Patros qui sont là depuis pas très longtemps, juste 160 ans. Ah, quand même, c'est tout récent. Je ne suis pas trop en retard. Moi qui pensais qu'il y en avait juste dans la région de Québec, Chaudière-Appalaches. OK, je ne suis pas trop en retard. Juste 260 ans, c'est parfait. C'est ça, exact. Donc, le réseau, nous, on est là pour supporter les Patros dans leur développement, dans leurs opérations. Les Patros ont été fondés par la même... Ce qui a uni les Patros très longtemps, c'est qu'ils ont été créés par la même communauté religieuse. À l'époque, les organisations relevaient des communautés religieuses. Nous, c'était les religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Et les religieux se sont retirés là, dans les dernières années, si bien que les Patros, on a décidé de créer un réseau, une petite OBNL qui vient supporter les Patros dans 4 grands piliers de leur organisation, la culture, la main-d'œuvre, la notoriété puis le financement. D'où le rôle de la Fondation Patro pour aider les Patros dans leur financement. Donc, on a décidé de se doter de cette structure-là pour se supporter entre nous. Je comprends très bien. Fait que là, on comprend, il y a 7 Patros, il y a une structure qui vient évidemment supporter tout ça. Oui. Maintenant, ça supporte quoi exactement au quotidien? Oui, c'est ça, voilà. que ça fait les Patros. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Oui, exact. Puis c'est notre grand défi, là. On a travaillé ça justement dans les dernières années parce que effectivement, on a réalisé que les Patros, même si ça fait 160 ans, on est encore assez méconnus. Même à Québec, où est-ce qu'il y en a 3, plusieurs personnes connaissent le Patro pour diverses raisons. Patro Rocamadour, c'est une grosse organisation communautaire à Québec, avec son service d'entraide, son service en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme. Il y a beaucoup de monde dans ça. Puis bon, il est proche du Colisée aussi, ça a fait en sorte qu'il était plus connu. Et il a passé au feu. Fait que ça aussi, ça l'a fait en sorte ça marque l'imaginaire, là. Fait que les gens le connaissent plus pour ça. Ça a été un gros feu, là, dans tout ça. Fait que ça a marqué plus l'imaginaire. Les autres Patros aussi. Donc, les Patros, c'est 3 aspects. C'est du sport, du loisir et de l'entraide. Donc, c'est des centres de loisirs, de sport. On a des grandes installations sportives, des gymnases dans chacun des Patros. Il y en a qui ont des piscines. Donc, c'est des activités variées de loisirs et d'entraide qui sont au cœur des quartiers où est-ce qu'ils ont été installés il y a maintenant
100 ans à Lévis, puis dans la basse ville de Québec, au-dessus de 100 ans. 75 ans cette année. Le Patro Rocamadour et le Patro de Charlebourg fêtent leur 75e cette année. Donc, sont installés, sont ancrés dans leur communauté pour répondre aux besoins des gens du milieu dans les trois sphères que je vous ai dit. Je comprends beaucoup mieux maintenant. Merci, parce que... Et puis, j'ajouterais une chose, Daniel, aussi, parce que des fois, ceux qui connaissent les patros pensent que c'est surtout pour les enfants, parce qu'on est reconnu, parce qu'on a des gros camps de jour l'été. Oui. Mais les patros, c'est des enfants, des adolescents, des familles, des adultes et des personnes aînées qui ont dans les actifs. Fait que c'est multiservice, c'est multigénérationnel. C'est aussi la beauté du milieu de vie du patro. Nous, on veut créer des milieux de vie. Puis, c'est à la mode maintenant de créer des milieux de vie multigénérationnels. Nous, on le fait depuis une 50aine d'années. Ah ben quand même. Donc, merci d'avoir mis la table, parce que quand je pensais déjà au patro, je pensais que c'était exclusif à Québec. Bon, on a réglé cette question-là. Ouais. Après ça, je pensais même juste à celui de Rocamadour, je vais vous avouer. Puis pourtant, j'étais pas à Québec probablement dans ces années d'incendie et tout ça, mais il y a un nom, il y a une connaissance. Puis souvent, on connaît le nom, on réalise des organisations, puis on en reçoit quelques-unes ici à l'émission. On connaît le nom, mais après ça, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du building? Des fois, c'est un peu plus ambigu. Fait que là, vous avez mis la table là-dessus, oui. Oui, puis tu as tout à fait raison. On est dans la démarche de la création du patro, on est dans une démarche de revoir l'image de marque patro, puis c'est un peu dans cet esprit-là de mieux faire connaître ce qu'on fait. Ben oui, parce qu'après ça, si les gens connaissent mieux les services que vous offrez, ceux qui sont interpellés, qui veulent vous soutenir, ils savent exactement pourquoi ils vous soutiennent. Puis ceux qui en ont besoin, vont savoir qu'ils peuvent aller cogner à votre porte. Exact, voilà. Certainement. Fait que vous avez mis 3 pôles un peu, là, on appelle ça comme ça, loisirs, sport et entraide. Est-ce que chaque patro offre à peu près la même gamme de services ou est vraiment, je dirais, là, en concordance avec les besoins de la communauté dans lesquels elle est installée? Est-ce qu'il y a des variations d'une région à l'autre? Oui, absolument. En fait, c'est la couleur principale des patros. Quand on a créé le réseau patro, on a même analysé à se fusionner les 7 patros, puis on a décidé que c'est pas ça qu'on allait faire parce que, justement, la couleur locale était trop importante. Et la mobilisation locale est trop importante. Fait que chaque patro, c'est 7 organisations autonomes avec son conseil d'administration bénévole, comme les autres organismes, les autres organismes communautaires ou les OBNL. Donc, chaque patro est autonome et effectivement, quand on dit on fait du sport, loisir, entraide, c'est les grands champs d'expertise qu'on utilise pour être plus concis dans l'explication de c'est quoi les patros. Ouais. Mais là, comment ça se décline dans chacune des communautés, c'est différent. Effectivement, comme tu as dit, on essaie de répondre aux besoins du milieu. Puis il y a des milieux qui ont d'autres organismes communautaires qui sont là. Je prends l'exemple, je vais vous donner un exemple très rapide. Au Patro Rocamadour, ils ont leur service d'entraide de popote roulante, par exemple, qu'ils font en plus d'avoir des activités de loisirs. Je prends au Patro Laval dans la Basse-Ville, ils n'ont pas la popote roulante parce que juste à côté, il y a le service d'entraide Basse-Ville qui offre la popote roulante. Ah. Fait qu'on, on ne dédouble pas des choses qui sont déjà faites. Là. Il y a déjà beaucoup d'organismes communautaires, fait qu'on essaie de ne pas se dédoubler et de travailler en collaboration. Donc, il y a des patros qui ont des travailleurs de rue. Dans d'autres, il n'y en a pas parce que c'est un autre organisme qui le fait. Puis, si je te demande, dans les patros que je t'ai donnés, où est-ce qu'il y aurait des travailleurs de rue, tu me dirais lequel? Mon Dieu. Là, à Québec, probablement à Québec. Après ça, si on s'en... non, c'est à Jonquière. À Jonquière? J'aurais pas été dans une région en tout respect pour les gens de Jonquière. En région. En région. Voilà, toujours, quand un gars de Montréal dit en région, ça sonne toujours condescendant. Mais c'est pas ça. J'aurais pas été si loin que ça. C'est pour ça que j'ai fait par exprès pour poser la question. Merci pour le piège. Parce que c'est justement une particularité qu'à Jonquière, il n'y a pas d'autres organismes qui offrent ce travail de rue. C'est le patro qui a été interpellé puis qui a eu à un moment donné le flash de dire on va s'en occuper nous. Fait que c'est le patro, il y en a à Jonquière, puis il y a un peu le pendant à Villeray, où ils ont un programme de sécurité urbaine, qui est un peu le même pendant de travail de rue.
Donc ça, c'est pas dans tous les patros, parce que là, ça répond à un besoin plus particulier. Comme à Ottawa, eux, ils ont une particularité de défendre la langue française dans une majorité anglophone. Fait que on n'a pas cette particularité-là ailleurs, bien entendu. Peut-être moins Jonquière, effectivement. Oui, exact. Exact. Ah, mais c'est super intéressant, puis c'est rassurant aussi pour les gens qui veulent vous soutenir, parce que des fois, la Exact. question on va prendre un donateur, quelqu'un qui veut vous donner de l'argent, la première question, c'est, pourquoi je donnerais à vous plutôt qu'à un autre? Justement, vous vous assurez de ne pas dédoubler l'offre de service, puis d'être complémentaire, puis qu'ensemble, avec les autres organismes de proximité, vous fassiez un genre de grand filet social. Exact. Puis nous, c'est devenu un standard qu'on s'est donné dans le partenariat de ne pas doubler ce qu'on a fait. Puis c'est un ajustement important pour les patros, Daniel, parce que écoute, nous, on est là depuis longtemps. On était même souvent dans des quartiers, on était les seuls, au début du siècle, du siècle dernier. Je prends exemple le patro Laval, qui était dans la base ville de Québec. Il n'y avait pas beaucoup d'autres organismes communautaires à l'époque, au début, dans les années 30, 40. Les organismes communautaires ont poussé dans les années 70, 80. Fait que là, il a fallu s'ajuster, nous, les patros, pour travailler avec les partenaires, parce qu'on était longtemps autosuffisants. Fait que pour nous, c'est devenu un standard dans nos réflexions de dire qu'il faut qu'on travaille en partenariat. On est chanceux, on a des grandes installations, on est souvent un partenaire, un gros partenaire là, dans les quartiers où est-ce qu'on est. Mais il faut qu'on travaille avec les gens, parce qu'il y a plein d'autres organismes communautaires qui sont super bons dans ce qu'ils font. Puis comment on peut les supporter, comment eux peuvent nous supporter puis travailler ensemble. Donald Gingras, directeur général du réseau Patro. On va s'arrêter un court instant, c'est super intéressant, on comprend beaucoup mieux, mais on va poursuivre cette discussion-là dans quelques secondes. Poursuit ce bel échange avec Donald Gingras, qui est directeur général du réseau Patro. Je vais vous dire jeune directeur général du réseau, parce que le réseau est jeune, mais certainement pas novice dans l'univers des patros. Fait combien de temps que vous gravitez déjà autour de tout ça? Ah, c'est à ton tour de me poser la question. Est-ce que ça trahit l'âge? Écoute, Daniel, ça fait 40 ans. J'ai 56 ans. Ça fait plus de 40 ans, parce que j'ai commencé à aller au Patro, j'avais 11 ans. Ah oui? Oui, exact. Moi, je suis allé au Patro Saint-Vincent-de-Paul, qui est fermé maintenant, c'est le premier Patro, lui, en 1865. Il était dans la côte d'Abraham à Québec, puis il a été démoli quand ils ont construit une autoroute en plein dedans. Ouais. ça règle la question. Ouais, fait que moi, j'étais là quand j'étais tout jeune. Après ça, j'ai été au Patro Laval dans la base ville de Québec. Je suis un gars de Québec dans la base ville. Et puis après ça, j'ai commencé à être animateur au camp de jour, coordonnateur durant l'hiver, directeur d'animation au Patro de Charlesbourg. Je suis revenu directeur général de mon Patro Laval, pendant 13 ans. Puis là, ça fait 10 ans que je suis à la Fondation Patro, qui était la Fondation Père Raymond Bernier à l'époque, qui est maintenant la Fondation Patro. Et là, depuis, on porte ce projet-là de créer le réseau Patro depuis 5 ans. C'est les directions générales qui ont porté ce projet-là. On appelait ça le projet Patro 2023, parce qu'on réfléchissait à ce qu'on voulait faire avec travailler ensemble les patros. Puis en 2023, on a créé le réseau Patro. Bon anniversaire bientôt. Ça fait pas longtemps, dans le fond. Là. Non, ça va faire 1 an au mois de juin. Ah bon, ça s'en vient, ça s'en vient. Ouais. C'est une excellente nouvelle. Mais là, on regarde les organismes communautaires, les organismes à but non lucratif. On parle des fois que le taux de roulement est inférieur à 2 ans. Là. Vous êtes comme un extraterrestre dans tout ça, avec plus de 40 ans dans la même organisation, j'ai le goût de vous dire. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que 40 ans plus tard, il y a encore des étoiles dans les yeux de Donald Gingras pour le réseau? Écoute, la beauté d'être rendu à 56 ans, c'est de réaliser de qu'est-ce qu'on se faisait dire que ça prend...
le fondateur des Patros disait éducation, ton nom et patience, ça prend une génération avant de voir les fruits de ton travail. Ben moi, aujourd'hui, ce que je trouve extraordinaire, c'est que je vois des jeunes de 35, 40 ans que j'ai côtoyés quand ils étaient enfants, quand ils ont été animateurs au camp de jour, puis qu'aujourd'hui ils sont leaders dans leur milieu. J'ai eu la chance, moi, de faire le parcours de l'école d'entrepreneurship de Beauce. Ah oui? Puis j'étais avec des collègues entrepreneurs c'est des entrepreneurs privés, alors que moi, j'étais un des rares entrepreneurs sociaux qui étaient là. Et je leur disais, moi, mon usine, c'est je fabrique des bonnes personnes. Puis c'est ça pour moi un patron, c'est de prendre un jeune qui devient un adolescent, qui devient un jeune adulte responsable parce qu'on lui donne des responsabilités, qui devient un adulte, un parent, puis qui souvent ça va être la personne qui va s'impliquer dans sa collectivité parce qu'il y a eu cette piqûre-là au patron. Puis j'ai encore cette fibre-là de permettre à ces jeunes-là de devenir des adultes responsables, puis d'avoir aussi les personnes âgées qui sortent de l'isolement parce qu'ils viennent au patron puis qui viennent contribuer bénévolement. Cet esprit-là m'anime encore. Moi, ça vient de la famille aussi, là, mais cet esprit-là m'anime encore de permettre à ces gens-là de vivre ça et de se déployer après dans la société. Wow! C'est impressionnant, puis j'aime ça, là, l'idée de préparer des bonnes personnes, des bons citoyens, des gens qui seront engagés dans leur communauté, puis qui contribueront certainement à la société, puis vous le faites grandement depuis toutes ces années-là. Donc, je vais vous dire, le réseau Patro et les Patros sont bien chanceux de vous avoir depuis tout ce temps-là. Ce qui vous amène à avoir un certain recul d'une certaine façon, parce que vous avez vu l'évolution de tout ça, je vais vous dire, entre les Patros, il y a pas loin de 40 ans, entre les Patros de 2023, avez-vous vu des changements sociaux? Avez-vous vu des besoins qui ont émané, des enjeux de société qui finalement n'étaient peut-être pas là? Il y en a peut-être qui sont disparus, il y en a peut-être qui ont émergé. Qu'est-ce qui a changé dans toute cette période-là de l'histoire? Il y en a beaucoup. Oui. En fait, tu sais, ce que je regarde, c'est que malheureusement, la pauvreté ne s'est pas estompée. Malheureusement, il y a encore. Fait qu'il y a encore des besoins de soutien et d'entraide. Fait que les patrons est encore là dans l'accessibilité aux activités puis le soutien, mettons, dans les distributions alimentaires. Fait que ça n'a pas changé. Je dirais que pour les patrons, c'est clair que on s'est, je vais utiliser le mot professionnalisé, hein, dans le sens que avant, je dirais qu'il y avait peut-être plus de la gestion de ressources humaines qui était faite plus sous forme artisanale, que je vais appeler, mais on n'a pas le choix non plus là, de s'adapter, d'offrir des meilleures conditions, d'offrir un meilleur environnement de travail, tout ça. Fait que ça l'a changé vraiment pour moi. C'est quelque chose qui a changé dans les patros en termes de la qualité là, de service qui peut être offert. Je m'amusais beaucoup dans les patros, puis on avait de l'équipement un peu tout croche là, dans le temps, mais maintenant, on est rendu ailleurs. Il y a d'autres choses qui est à côté, fait qu'il faut offrir de quoi de mieux. Il y a tout l'aspect, tu sais, que ce soit à Québec, puis là, à Ottawa, je suis souvent à Ottawa actuellement là, parce qu'on travaille plus en étroite collaboration avec le patron, mais tout l'aspect des nouveaux arrivants qui le multiculturalisme qu'on peut vivre dans les patros. Ça, tu sais, moi, quand j'allais au patro, c'était assez blanc francophone, là. Quand moi j'étais jeune. Non, forcez pas mes préjugés sur Québec, là. Non. Mais c'était ça. Oui. Ça. Je l'ai vécu. Tandis qu'aujourd'hui, tu rentres au Patro Laval, justement, dans la basse ville, puis il y a tout un éventail de jeunes qui sont là puis qui enrichissent là, ce tissu social-là qui est complètement différent. Et puis je dirais l'évolution aussi, les patrons ont évolué aussi en termes d'intergénérationnel. Tu sais, avant, c'était surtout pour les jeunes, surtout pour les familles. Là, maintenant, il y a eu, dans les années 80, il y a eu davantage les personnes aînées qui ont intégré les patrons, puis tout l'aspect aussi des gens, autant des adultes, des jeunes qui ont des besoins particuliers, en déficience intellectuelle ou en trouble du spectre de l'autisme, qui sont aussi intégrés parfois dans nos activités ou qui ont des activités pour eux
dans ça. Fait que il y a cette évolution-là. Puis quand on dit, les patros, on essaie d'être... je dis qu'on est moderne depuis 160 ans parce qu'on s'adapte à chaque fois à toutes les époques qui nous ont... dans lesquelles on a évolué. Puis parlant d'adaptation, on n'en est pas pleinement sorti, mais il s'est passé quelque chose qui s'appelle la COVID il n'y a pas si longtemps. Ouais. Un de vos mandats, de ce que j'entends, c'est de briser l'isolement. C'est probablement le truc qui a isolé le plus de monde, je pense aux aînés notamment. Comment, on ne fera peut-être pas l'histoire de toute la COVID, mais comment aujourd'hui vous avez réussi à resécuriser peut-être un peu tout ça après la COVID, parce que ça a dû mettre une pression terrible. Ça l'a mis une pression, puis je te dirais que ce n'est pas totalement relancé. Hein. Surtout, mettons, au niveau des aînés, ça a été difficile. Au début, on a beaucoup de bénévolat qui se fait dans les patros, entre autres dans les distributions alimentaires. On avait une masse de bénévoles de 70 ans et plus qui, du jour au lendemain, ils ne peuvent plus être là. Ben non, ils ont déserté par la force des choses. J'ai des amis, là, j'ai 56, j'en ai maintenant des amis de 70, là. Puis eux, des gens qui sont encore en forme, qui contribuaient, là, et là, du jour au lendemain, on te dit, non, toi, tu restes chez toi, tu sais. Ça a été dur pour ces gens-là, c'est comme de se faire exclure du champ de bataille, parce que les distributions alimentaires, c'est quelque chose que nous, dans les patros, là, toutes nos équipes de loisirs, le loisir étant arrêté, nos équipes de loisirs se sont rabattues à venir remplacer les bénévoles. Nous, on a gardé notre monde à l'emploi pour que, justement, qu'il n'y ait pas de bris de service dans les distributions alimentaires, parce que même certains patros ont repris de la distribution alimentaire de d'autres organismes qui, eux, ne fonctionnaient qu'avec des bénévoles de 70 ans et plus. Donc, il y a des patros qui ont dit, OK, nos jeunes animateurs, nous, on va les mettre à profit. Fait que ça, pendant la COVID, ça s'est joué comme ça. Mais après, le retour, c'est pas évident. C'est relancer les programmations. Les gens ont changé leur habitude, donc de se réadapter. Mais s'il y a une chose, c'est que les gens avaient hâte de se revoir. Ça, c'est clair. Oui, ça, on l'a constaté. Constaté, mais ça a dû créer quelque chose de très difficile auprès des aînés, notamment vos bénévoles. Tout ce sens-là que donnait leur bénévolat à leur vie, de contribuer, finalement, à ce que tout le monde mange décemment. Et puis là, cette perte de sens-là, cet isolement-là, ça a dû être... Ça a comme été exacerbé. L'isolement a été exacerbé parce qu'en plus d'être isolé comme on l'était tous, de dire, OK, on reste un peu plus chez soi. Mais c'est des gens qui, pour plusieurs, c'est des gens qui étaient déjà au combat, même quand il n'y a pas de la COVID. Oui. Et là, ça arrive comme une espèce de situation particulière que tu dis, moi, là, j'ai le goût de contribuer parce que moi, j'aime ça être actif et me rendre utile. Puis là, on te dit non. Au niveau de la santé mentale même de ces gens-là, ça n'a pas été évident pour tout le monde. Non, ça n'a pas fait des belles affaires. Et puis ça a mis une pression aussi sur nos équipes, qui eux autres aussi vivaient la COVID d'une façon personnelle, avec leur famille. Hein. Puis là, comment on s'adapte à faire? Tu sais, nous, on est des bébites de milieu de vie, de contact et de relations. Et là, tu arrives, OK, on va faire une rencontre Zoom, un bingo en Zoom. C'était contre nature un peu? Ou... C'est un peu. Un peu, disons. Fait que ça a été pas facile, ça aussi, d'adaptation pour nos équipes. Puis, celui qui parle en premier, là. Commençons par lui, oui. Non, c'est ça. C'est pas évident. Là, ça s'est pas joué dans les patros, mais la nature de nos actions d'être des agents de relation dans nos milieux de vie fait en sorte que ça n'a pas été facile pour nous. J'en doute pas. J'en doute certainement pas, parce que alors que moi, j'ai pu télétravailler, plusieurs de vos gens, de vos équipes devaient être encore au front, évidemment, parce qu'avec les programmes sociaux et ce que vous offrez à la communauté. Donc non, ça n'a pas dû être évident, puis c'est pas, comme vous l'avez dit, là, on n'a pas pleinement tourné la page là-dessus. Non, on n'a pas encore. Exact. Non, effectivement. Les gens qui nous entendent probablement, qui sont curieux, qui veulent en apprendre plus, peut-être sur l'ensemble des différents services offerts dans leur patro. Je pense que le site patro.ca, c'est une bonne porte d'entrée. Exact, c'est la bonne porte d'entrée. Ça amène sur tous les sites des patros. Hein. On est un des rares sites, quand nos gens des
des coms nous ont fait notre site Internet, nous, on disait, nous, on veut que les gens aillent sur le site des patrons, puis ils disaient, normalement, on veut que les gens restent sur notre site Internet. On veut qu'ils naviguent le plus longtemps possible, on veut ouais. J'ai dit, pas nous. J'ai dit, notre rôle, c'est que les gens trouvent leur patron, puis aillent découvrir leur patron. Fait que, faisons-les découvrir, fait qu'effectivement, c'est la meilleure porte d'entrée. Ah ben c'est excellent. Donc, j'invite les gens qui veulent en savoir davantage à aller visiter ce site web. Si les gens qui nous écoutent sont interpellés et souhaitent vous donner un coup de main, je pense qu'il y a moyen d'être bénévole pour les différents patrons, notamment. Il y a toujours moyen d'être bénévole. On peut, sur ce site-là, il y a des adresses courriels où il y a une place pour entrer des commentaires ou faire rentrer en communication avec nous. S'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent le faire. Nous, on les mettra en contact avec le patron le plus proche de chez eux et avec leur intérêt de ce qu'ils veulent faire. Certainement. Et comme vous êtes dans le secteur à but non lucratif, j'imagine que ceux qui sont interpellés peuvent aussi vous soutenir financièrement parce que ça doit être aussi une partie... Il y a le célèbre petit bouton « Faire un don ». Ah, ben voilà. Il sera là facilement accessible. En fait, il est toujours très accessible à droite, en haut de l'écran. Parfait. Ne le manquez pas. Alors, je pense que l'appel est lancé. Effectivement, Daniel, merci, parce que effectivement, les patrons, on a un financement de base autour de 25% des villes et du gouvernement. Le reste, c'est des revenus autogénérés par la philanthropie, par des projets ponctuels et par des actions qu'on fait plus de services qu'on rend puis qu'on se fait payer pour. Là. Donc, c'est un peu le modèle de financement. Fait que le soutien des gens est important, bien entendu. Bien, certainement. En tout cas, je souhaite que l'appel soit entendu. Donald Gingras, c'était un très, très grand plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes directeur général du réseau Patro. Je vous souhaite le meilleur des succès pour la suite. Puis je suis extrêmement heureux de savoir que le réseau Patro vous a à bord depuis plusieurs années, depuis bientôt 1 an pour le réseau, mais l'ensemble des organisations. Merci. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Grand plaisir. Évidemment, le temps passe très vite. Vous le savez, on a déjà terminé la première partie de l'émission. On se retrouve dans quelques instants pour visiter, pas pour visiter, mais pour rencontrer plutôt un autre héros anonyme. Restez à l'écoute. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne. Alors, bienvenue à cette émission. On est à la deuxième partie où on reçoit un deuxième organisme. Et on en a choisi un qui m'apparaît fort intéressant, que je ne connais pas. Alors, on va le découvrir ensemble. Ça, c'est toujours des grands moments de bonheur. Et cet organisme-là, il s'appelle Préma Québec. Je vous donnerai pas le punch tout de suite. On va laisser la fondatrice et directrice générale nous en parler. On est avec Ginette Mota. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir en studio. Le plaisir est pour moi. Ah, tant mieux, Merci. mieux. Tant mieux. Préma Québec est une organisation que je ne connaissais pas et peut-être parce que sa mission, je ne suis pas né dans ces conditions-là, mais en même temps, je réalise que ça peut toucher beaucoup de familles, beaucoup de gens. Et puis là, j'ai goût de me taire pour vous laisser présenter l'organisme. Qu'est-ce que c'est? Avec grand plaisir. Préma Québec, c'est un organisme de charité. Donc, ce n'est pas une association de parents. Ça regroupe tous les gens qui ont la cause à cœur. OK. Alors, je dis souvent, il s'agit d'être touché de près ou de loin par la prématurité, de savoir que ça peut arriver à un collègue, à un cousin, une cousine, une voisine. Une tante. Une tante. Donc, c'est sûr que Préma Québec, c'est né là, vraiment de mon cœur. C'est né d'un besoin. Je suis la fondatrice parce que, évidemment, je suis la maman de prématurés. Et il n'y avait à l'époque aucun organisme qui offrait des services aux parents. Et je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Tu sais, il y avait le camp pour les enfants qui ont le cancer, il y avait la Fondation en cœur pour les enfants malades du cœur. Donc, il y avait toutes sortes d'organismes, mais précisément pour la clientèle d'enfants prématurés, il n'y avait rien. Et à l'époque, je m'étais bien promis un jour de faire une différence. Donc, voilà. Vous remplissez vos promesses, c'est ce que je comprends, c'est ce que je retiens. Préma Québec est né en 2003, donc on a 20 ans cette année. En février, justement, là, on a célébré nos 20 belles années. Wow!
en souhaitant continuer encore au moins 100 ans. Ben, minimum moins. certainement. Bon, Préma Québec, on a compris, enfant prématuré, né prématurément. Pour moi qui n'est pas vite, c'est quoi un enfant né prématurément? Est-ce que c'est un nombre de semaines avant le terme? Absolument, je connais pas absolument. Alors, une grossesse à terme, c'est 40 semaines. OK. On va être calculé comme un enfant prématuré si le bébé arrive avant 37 semaines. Donc, à 37, 38, 39, c'est un bébé à terme. Donc, avant 37 semaines, aujourd'hui, maintenant, au monde, là, Ouais. les bébés, c'est entre 24 et 36 semaines. 24, ça me semble tôt, un peu. C'est assez tôt, Oui, quand hein? même, 4 mois d'avance. Hein. On corrige, entre guillemets, l'âge, dans le sens où de 24 à 40, il y a 16 semaines. Donc, on peut arriver 16 semaines d'avance. Certains bébés naissent même à 23 semaines. Tout dépend de la condition dans laquelle ils arrivent. Puis, je compare ça pour le grand public, souvent un accident de voiture. Alors, on pourrait tous les deux être dans la même voiture. On pourrait avoir un accident à 50 km/h, puis on pourrait avoir un accident à 120 km/h. La suite des choses n'est pas la même. Donc, la prématurité aussi a ses enjeux. Tout dépend au moment où... mais on peut aussi naître à 33 semaines dans des conditions difficiles, être malchanceux, comme un accident. Ou comme une naissance à terme qui pourrait arriver avec de la malchance aussi. Absolument. Également, mais j'imagine qu'on augmente les facteurs de risque plus la naissance elle est tôt. Plus l'accident arrive ça frappe vite, fort, ouais. plus ça frappe fort, plus le défi est grand. Ben, je le comprends. Bon. Donc, déjà, tant mieux. Il existe une ressource, Préma Québec, qui est là depuis maintenant 20 ans. Ça, c'est extraordinaire. Et là, ben, on comprend que les services, ils se tournent vers un peu les parents, j'imagine, dans ce contexte-là. On a une seule mission. Préma Québec, une seule mission, améliorer la qualité de vie des enfants prématurés et leurs familles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le bébé prématuré, tout particulièrement pendant son hospitalisation, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour lui? Donc, Préma Québec travaille avec les équipes soignantes, offre de la formation aux équipes soignantes partout au Québec. La prématurité et les unités néonatales sont séparées, sont divisées. Donc, il y a des unités qui offrent des soins intensifs au bébé, puis il y a des unités qui offrent des soins intermédiaires. Okay. Donc, un bébé à 24 semaines, 26 semaines, donc en bas de 32 semaines, doit absolument être dans l'une des 6 unités néonatales au Québec qui offrent des services aux grands prématurés. Donc, on appelle ça un centre tertiaire, on va appeler ça un centre de soins intensifs. Bon, il y a 4 unités sur l'île de Montréal. Et il y a une unité à Sherbrooke, une unité à Québec. 4 unités à Montréal, permettez-moi. Ouais. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, ouais. Hôpital Général Juif, Hôpital Sainte-Justine, Hôpital de Montréal pour enfants. Alors, si un bébé vient au monde disons comme ça à tout hasard, à Rouyn-Noranda, avant 32 semaines, ou un bébé qui arriverait après 32 semaines avec un besoin de soins intensifs, il doit absolument être pris en charge par un néonatologiste qui est un pédiatre surspécialisé auprès des nouveau-nés malades. Nouveau-nés à terme ou prématurés, mais des nouveau-nés qui ont des besoins particuliers. Ouais. Donc, ce bébé-là qui va naître à Rouyn-Noranda va être automatiquement transféré dans l'un des 6 centres de soins intensifs. Et là, on voit... Mais c'est surtout que la famille doit suivre. Bien, évidemment. On réclame, Préma Québec, on veut que les parents soient au chevet de leur bébé. On sait qu'un bébé dont les parents sont au chevet va guérir 30% plus vite. Wow. C'est pas rien, là. La chaleur humaine, le lien d'attachement, le lait maternel, la présence des parents, entendre la voix de ses parents, tout ça, on le sait, c'est documenté, que le bébé va aller mieux parce qu'il se sent aimé. C'est fou, hein? C'est quand même c'est fort. C'est très, très fort. C'est beau, la nature, malgré tout. Exactement. Des fois, c'est challengeant, mais c'est beau. Ouais. C'est beau. Alors, ben, votre mission, effectivement, elle est claire. Je trouve ça intéressant et très, très intéressant, même, je dirais, parce que, bon, vous êtes là pour, évidemment, dans votre mission, le bébé, la famille, mais au-delà de tout ça, vous outillez, en tout cas, vous soutenez aussi les professionnels. Absolument. Il y a ce volet-là aussi qui clairement démontre que sans Préma Québec, il y aurait peut-être un vide ou moins d'informations, moins de connaissances. Bien, c'est sûr qu'il y a de la formation. Là. Les unités se forment, offrent de la formation à leur personnel.
Mais il y avait comme un petit trou, ou il y a parfois un petit trou, dans le sens où le personnel qui est encore toujours Rouyn-Noranda comme ça, à tout hasard. À tout hasard. Donc, le personnel à l'unité de Rouyn-Noranda qui voudrait venir être formé dans un grand centre, disons Montréal, parce que c'est le plus près, même si c'est à 150 km. Hein? Près, Oui, tout est relatif. Oui, voilà. C'est ça. Donc, le personnel, ben, on va envoyer une infirmière, on va envoyer une nutritionniste. Ben On oui. n'enverra pas l'équipe au complet, c'est bien sûr. Donc, en offrant de la formation directement au personnel, bien, évidemment que là, on peut toucher un plus grand nombre de personnes. Il n'y a pas de professionnel de la santé qui se dit un matin, « Hey, moi, là, je vais m'arranger pour être le moins efficace possible, le moins bon possible. Moi, je me formerai jamais. Moi, mes patients ne m'intéressent pas. » Il n'y a personne qui fait ça. On le sait, là, que le personnel soignant travaille fort et veulent, tout le staff veut être meilleur. Bien évidemment. Ben oui, puis ils veulent sauver, puis ils veulent traiter, puis pas à n'importe quel prix. Non. Et ça, il faut le dire. Il y a eu cette image sombre de la prématurité il y a 30 ans, il y a 40 ans, où on sauvait tous les bébés, puis on s'acharnait. Ben non, c'est pas vrai, ça. C'est plus vrai, en tout cas. Moi, depuis 30 ans, j'ai l'air d'avoir 42, mais c'est pas vrai. Puis depuis 30 ans, Je le confirme aux gens qui ne vous voient pas en ce moment, qui nous entendent. Là, je le confirme. Donc, c'est ma petite blague, mais depuis 30 ans, là, je baigne dans le milieu de la néonatologie. Je croise pas de gens, je croise pas de personnes qui disent « Hey, moi, je vais m'acharner sur un bébé pour qu'on le sauve à tout prix, peu importe sa qualité de vie. » C'est pas vrai, ça. Non, c'est très rassurant. Puis, on parle de bébés prématurés. Ça représente quoi? En nombre? En soi, en nombre ou en pourcentage de naissance, il y en a combien qui naissent prématurément? On parle de 8 % des naissances au Québec. Ah, On quand dit même. que c'est... Oui, quand même. Ouais, Donc, c'est pas si marginal. non. Ça représente à peu près, là 6 200 bébés chaque année. Et là, toujours dans le 24-37 semaines, hein, Oui. dans ce range-là. Les plus nombreux sont dans les 32 et plus. OK. Bon. En bas de 32 semaines, on parle d'à peu près là, 1200, 1300 bébés facilement. Et ces bébés-là, on les sauve dans de meilleures conditions qu'avant. Ça, c'est bien, bien important. Il y a la recherche s'est raffinée comme chez le cancer, comme dans Totalement. toutes les pathologies. Oui. Mais la prématurité aussi. Également. Donc, c'est 8 % des naissances au Québec, ce qui représente, comme je dis, un peu plus de 6 200 bébés. Et c'est une naissance sur 10 au monde. Fait que c'est sûr qu'il y a des pays là, où nos bébés ne seraient pas traités de la même façon. Il y a des bébés prématurés qui meurent hein, dans des pays qui sont moins bien développés, évidemment, où ils sont moins nantis que nous. Oui, puis l'accès aux soins. Bien sûr. Là, on peut prendre l'avion entre Rouen et Montréal, mais il y a des endroits où on ne peut pas se rendre nulle part pour avoir accès aux soins. Là. Oui, puis un bébé qui, tu sais, c'est pas juste un nombre de semaines, hein, on le sait, là, c'est pareil comme un polytraumatisé. Si mon bébé arrive au monde à 25 semaines à Rouyn-Noranda ou à Coudjouac ou à Montréal, à côté de l'hôpital, ben c'est pas pareil. C'est pas pareil. Pareil comme un accident. Je trouve que l'exemple est bon dans le sens où on comprend bien, à mon avis, que ça fait une différence, évidemment. Totalement. J'ai enlevé le chat que j'avais dans la gorge pendant que vous me parliez. Quand j'entends 6 200 enfants, moi j'entends aussi 12 400 parents. Absolument. C'est 12 400 personnes probablement prises au dépourvu. Et qui savent probablement aucunement ce qui les attend parce qu'il y a une part d'inconnu avec la naissance des prématurés. La plupart du temps, les parents vont arriver dans un monde qu'ils ne savaient pas l'existence. Donc, ils ne savaient même pas que ça existait. Quand on commence ou quand on commence notre famille, on attend un enfant, on ne s'attend pas d'avoir un bébé prématuré. Il y a parfois des situations où on va le savoir d'avance pour toutes sortes de raisons. Une maman qui a une condition fœto-maternelle particulière, tu sais, il va y avoir des choses qui vont arriver, mais 50 % des naissances, on ne saura pas ce qui est arrivé. Même après, on ne trouvera pas la source. On ne trouvera pas. Même après. Alors, donc, les gens sont parachutés dans un monde inconnu. Totalement. C'est 12 000 par an, mais là, on peut ajouter aussi les grands-parents, parce que les beaux-parents, les parents de ces jeunes parents-là aussi, c'est très difficile. Les collègues, hein, vous imaginez là, que vous avez une collègue qui est enceinte, qui va quitter dans 3 mois,
Puis un matin, vous rentrez, puis la collègue n'est plus là. Puis là, vous allez apprendre que cette nuit, ben, elle a donné naissance à un bébé de 26 semaines. Ben, vous allez pouvoir appeler chez Prima Québec en disant, écoutez, je ne sais pas quoi faire. Ouais. Est-ce qu'on l'appelle? Oui, est-ce qu'on la félicite ou est-ce qu'on attend d'avoir des nouvelles? Ou, Il y a des parents qui ne veulent pas être félicités. Il y a des parents pour qui c'est important d'être félicités. Ouais. Il y a des parents qui vont dire, des mamans qui vont dire, mais moi, je ne voulais pas accoucher, dites-moi pas félicitations. Oh, Des mamans en salle d'accouchement qui pleurent, puis que le médecin dit pousse, puis qui pleurent, qui disent non, je ne veux pas pousser. Je veux le garder encore. C'est triste, ça. ça brise le cœur. Oui. Ginette Manta, si vous voulez, on va prendre une petite pause là-dessus. On revient dans quelques instants. On poursuit cette discussion-là avec justement la fondatrice et directrice générale de Prima Québec. Alors, on est de retour à l'émission Les Héros Anonymes. On est avec Ginette Manta, qui est fondatrice et directrice générale de Prima Québec, un organisme qui fête ses 20 ans, qui vient de fêter ses 20 ans cette année. Alors, on a parlé évidemment du choc, parce que évidemment, quand c'est une surprise, ça vient souvent avec un choc, ça vient de l'inconnu. Pour ceux qui ont eu des cours prénataux, il n'y a pas un grand volet sur qu'est-ce qui arrive si c'est une naissance prématurée. Donc, déjà comme parent, dans une grossesse qui se passe bien, dans une naissance qui se passe bien, ouh là là, qu'on a un petit peu d'inconnu puis qu'on ne sait pas trop quoi faire. Ça ne vient pas avec un guide d'instruction, cet enfant-là. Et je vous dis, ben, si le modèle n'est pas de série, on dirait que c'est encore moins simple. mais quand il y a un petit peu plus de, peut-être des fois des enjeux de santé, évidemment, ou tout ce qu'il y a à savoir, ben, j'imagine qu'on dirait que dans ma tête, c'est comme s'il faut en savoir encore plus. Mais la personne que je vais aimer le plus au monde arrive au monde trop vite. Wow! Et je n'ai aucune référence, bien souvent. Ben oui. Donc, mon bébé arrive dans des conditions parfois plus simples, plus faciles. Pas tout le monde qui arrive dans une condition dramatique, évidemment. Mais en même temps, il n'y a rien qui m'avait préparé à ça, bien souvent. Rien. Alors, j'ai besoin d'informations, j'ai besoin d'être pris en charge comme parent, j'ai besoin qu'on me dise quoi faire. Qu'on me dise quoi faire au niveau de l'allaitement. Mon bébé, je ne pourrais pas l'allaiter. Comment ça va marcher? Qui va faire quoi? Qui va m'aider? Tout ça s'est amélioré de 3000 % dans les derniers 30-40 ans. Mais quand même, quand moi, ça m'arrive, c'est la première fois que ça m'arrive. Ben voilà. Et si je suis chanceuse, ça va être la seule fois que ça va m'arriver. Parce que des gens qui en ont 2 prématurés, ça arrive aussi. Ouais. Puis il y a des gens pour qui ça va être l'histoire d'une grossesse parmi 3 naissances. Comme ça. Il va en avoir un dans le milieu, un à la fin, un au début. On ne le saura pas toujours. Fait qu'il faut en parler beaucoup. Il faut dire que c'est important, que Prima Québec est là pour les familles, pour les collègues, pour les parents, pour l'équipe soignante. Et c'est ensemble qu'on améliore la qualité de vie des enfants prématurés. On a besoin de partenaires financiers. On a besoin toujours, on est toujours à la recherche, comme tous les organismes de charité, on est toujours à la recherche de partenaires, de donateurs. Ah oui. On veut offrir des services. Donc, parmi nos services, il y a de l'aide financière pour les parents. Il y a aussi d'améliorer et d'aménager des salons ou des endroits dans les unités, faciliter la présence des parents aussi, donc avec toutes sortes de services. On a de la massothérapie, tiens, c'en est un exemple. On a des massothérapeutes certifiés qui vont tous les mois dans les unités masser les parents sur un massage sur chaise, masser les parents, masser le personnel soignant. Prendre soin de ceux qui prennent soin, oui. Oui, et avant qu'on mette ce service-là en place, je dis que j'avais fait un petit vox pop auprès des familles dans les groupes de discussion en demandant « Et si on mettait en place un service de massothérapie, est-ce que vous voudriez qu'on fasse masser vos infirmières, le personnel? » Et tout le monde peut se faire masser, pas juste l'infirmière, l'inhalothérapeute, la nutritionniste, l'ergothérapeute, la personne à la salubrité, la commis à l'accueil.
c'est tout le monde ensemble qu'on va offrir mieux. Donc, si on garde toujours juste une sorte, ça marche pas. Il faut que tout le monde dise « Hey, on va faire une différence aujourd'hui. » Et c'est comme ça qu'on va améliorer le sort et la vie, l'avenir de nos enfants prématurés. Parce que nos bébés prématurés vont très, très bien maintenant. Ben oui. Vous en croisez dans la rue, vous ne le savez pas. Il y en a peut-être ici, en studio, puis vous ne le savez pas. Hein? On ne se donne pas la main en disant « Hey, bonjour, moi, je suis un enfant à terme. » Non. Ben, en tout cas, ça m'est pas arrivé. Je serais peut-être mieux outillé la prochaine fois si ça m'arrive, mais effectivement, et tout le concept de dire que ça prend un village pour élever un enfant, ben, je pense que vous l'avez... C'est encore plus vrai vous l'avez embrassé, ce concept-là, pleinement. Oui. Vous avez parlé, massothérapie, soutien financier, vous avez parlé de groupe de discussion. Et vous avez aussi dit, avant qu'on prenne une petite pause, si votre collègue vient de donner naissance, vous pouvez nous appeler. Bien sûr. Donc, je comprends qu'il y a une ligne ou un service d'écoute aussi qui est Absolument, absolument. Donc, on a des intervenants qui travaillent tout particulièrement auprès des parents. Ce sont des intervenants et des parents d'enfants prématurés. Parce que c'est ça aussi qui est génial. Je dis souvent à la blague, qui n'est pas vraiment une blague évidemment, mais je dis souvent que les alcooliques anonymes ont compris ça. Hein? Mm-hmm. S'aider entre nous. Par repos, oui. Oui, exactement. Donc, les gens qui font de l'écoute téléphonique sont des intervenants formés, sont des travailleurs sociaux, très souvent, des psychothérapeutes, peu importe le professionnel, mais ils sont aussi tombés dans la soupe. Ouais. Parce que ça va faire une différence. Ben ça, c'est sûr. C'est sûr que de se savoir entendu par quelqu'un qui n'a pas juste lu la réalité dans un livre, mais qui l'a expérimenté. Oui, je ne l'ai pas appris, je l'ai vécu. Voilà. C'est ce qu'on dit toujours. Ah, ben ça fait énormément de sens ce que vous dites là. Les gens, les familles que vous soutenez, comment ils arrivent dans votre radar? Est-ce que c'est l'hôpital qui les met en contact avec vous? Comment tout ça, ce beau maillage-là se crée finalement? Il doit y avoir différentes portes d'entrée. Là. Absolument. Donc, toutes les unités néonatales, évidemment, là, il y a de l'affichage, des dépliants qui sont remis aux familles. On est présent aussi physiquement dans les unités, tout particulièrement dans les soins intensifs, donc dans les 6 unités dont je parlais un peu plus tôt. Donc, on est présent physiquement. Et on offre des services partout en province. Ce sont les mêmes services qui sont à peu près partagés partout également dans les 18 unités. Donc, 12 unités au Québec qui offrent des soins intermédiaires, donc aux plus vieux bébés de 32 semaines et plus, et 6 unités pour les soins intensifs, comme je disais un peu plus tôt. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup de personnel qui sont touchés. Donc, la cause doit être connue. On le sait tous un peu ce que c'est, la prématurité, mais très peu. Donc, il y a beaucoup d'éducation, il y a beaucoup de sensibilisation à faire aussi, auprès de la population, auprès des élus, auprès des décideurs. Il y a quelque chose d'important là, dans tout ça, de dire aux gens que ça vaut la peine de travailler fort. Nos bébés prématurés vont bien, ils s'en sortent sans séquelles. Et pour ceux qui ont des séquelles ou des défis, ben on veut être là aussi. Il faut qu'il y ait des cliniques de suivi néonatal qui vérifient des choses précises, là, des conditions particulières pour certains bébés. Puis on veut que ces bébés-là grandissent en santé. Tellement, tellement. Quand je suis allé visiter votre site web qui a beaucoup de ressources, qui est très intéressant, on a parlé des parents, on a parlé des grands-parents aussi, mais des fois, ces enfants-là ont aussi un frère ou une sœur plus grand qui les attend. Bien sûr. Ça doit aussi, déjà, on ne sait jamais comment va réagir le grand frère ou la grande sœur. Il doit aussi avoir une part, j'imagine, un peu de sensibilisation en fonction de l'âge de l'enfant, évidemment, par rapport à comment gérer tout ça, la surprise, la nouvelle, comment ça, finalement, bébé qui était censé être un cadeau pour X mois est un cadeau que je reçois puis qu'on déballe plus tôt. Comment on les accompagne, ces enfants-là, de la fratrie? Moi, je trouve que la fratrie sont souvent les grands oubliés dans cette histoire-là. On va beaucoup parler du bébé, de la maman. Le papa, on dirait qu'on n'en parle pas suffisamment, malheureusement. Il est tellement pas accessoire. Puis on parle beaucoup, beaucoup. Puis c'est une des choses qu'on veut sensibiliser aussi, la présence du père au chevet, la présence du papa, interpeller aussi les employeurs, de simplifier la présence des papas. Il y a des employeurs qui vont dire, oui, mais c'est ta femme qui peut être là. Mais cette femme-là, cette maman-là, elle a besoin d'être au chevet avec son conjoint. Je ne sais pas si tout le monde est dans la même situation, mais habituellement, des bébés, ça se fait à 2.
Pas toujours. Généralement. Oui, Pas non, toujours. pas En tout cas, toujours, mais ils s'en trouvent pas souvent dans les boîtes de Cracker Jack. Fait que d'ici là, c'est vrai que c'est toujours pratique quand il y a ça deux serait parents. plus sucré. Ça serait ça, voilà. Donc, c'est sûr que la fratrie, c'est un peu difficile, c'est sûr, pour eux. Je donne souvent comme exemple, je sais pas, allons, tiens, du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une famille, par exemple, de Dolbeau. La maman s'en va passer un examen de routine chez son médecin qui va découvrir que elle va accoucher Incessamment. Ouais. absolument. Ouais. Ben, le petit garçon de 7 ans, il ne reverra pas sa maman qui est transférée à Québec. Et lui, on va lui demander de continuer d'aller à l'école, faire comme si de rien n'était, puis d'être fort. Oh. Alors, on a développé des services pour la fratrie, en santé mentale pour la fratrie aussi. Les frères et sœurs ont besoin de comprendre. On a de la documentation, beaucoup de documentation. Tous nos services sont gratuits. Grâce à l'aide et aux donateurs et aux levées de fonds puis aux activités de financement qu'on fait, on peut offrir des services gratuits aux familles. Donc, un grand frère, grande sœur, on a des livres à lui envoyer, à lui expliquer. On veut développer des services aussi dans les unités pour que les frères et sœurs puissent être un peu plus présents parfois. Pas tous les enfants qui ont besoin de voir le bébé branché. C'est dur de voir un petit bébé branché. C'est peut-être pas nécessaire pour tous les enfants. Non, Ça peut causer plus d'anxiété que... Puis un bébé prématuré, ça ressemble à un accidenté de la route. Hein? Reprenons toujours cet exemple-là. Je pense que ça donne une bonne image. C'est pas nécessaire. Non. Mais il faut parler clairement. Puis les enfants ont besoin de comprendre parce que c'est trop soudain comme situation. Fait qu'on touche vraiment le bébé prématuré, la fratrie, la famille, les collègues. On veut offrir ce support-là à tout le monde, en fait. Ah, ben, en tout cas, vous le faites certainement très bien. C'est une belle découverte, je vais vous dire, cet organisme-là. Puis vous aussi, vous êtes une belle découverte. Merci. Du haut de vos 42 ans, comme on disait tantôt. Vous avez, puis là je le vois, puis les auditeurs ne le voient pas, mais vous avez quelque chose sur votre chandail qui, je reconnais, pas que j'en fasse partie, peut-être un jour, mais de l'Ordre du Canada. Donc vous avez été reconnu, j'imagine, entre autres, pour votre travail des 20 dernières années, hein, j'imagine, avec cette cause-là. Oui, en fait, j'ai eu cet honneur-là. Vraiment, le Canada me fait l'honneur d'être membre de l'Ordre du Canada depuis un peu plus qu'1 an. Félicitations. Donc, oui, mais merci beaucoup. Fait que oui, les collègues ont présenté ma candidature qui a été appuyée par l'ensemble des professionnels avec lesquels je travaille. On travaille en recherche, on veut faire connaître, on veut améliorer. Donc, oui, l'Ordre du Canada, je l'accepte en toute humilité, évidemment, comme la plupart des gens vont dire. Et mon seul bonheur, c'est si ça peut rejaillir sur la cause. Ben oui. Parce que moi, toute seule, assise chez nous, ça ne change pas tant. Ça ne change pas tant. Je pense que ça changerait quand même. Mais ça change pour le rayonnement de la cause. Et oui, je suis vraiment honorée et très, très fière. Ben, félicitations. C'est Merci. la preuve que des fois, un accident de la route peut quand même changer parce que, finalement, votre situation personnelle a un peu tracé... Absolument. Un peu tracé une partie de votre carrière. Si j'étais pas tombée, j'aurais une toute autre carrière. Probablement. Hein? Oui, absolument, une toute autre carrière. Donc, oui, moi, je suis la maman de 2 garçons nés prématurément. Donc, un premier garçon qui a maintenant 32 ans, qui est né à 32 semaines, pas intubé, pas malade, un bébé qui est né dans les belles conditions, les meilleures conditions. Et 2 ans et demi plus tard, j'ai eu un bébé prématuré qui est né à 31 semaines, donc pas vraiment une grande différence, mais dans des conditions difficiles, qui a eu des défis importants, pour qui on a fait des choix éthiques. Ouais. On a pris des décisions éthiques dans son intérêt. Il y avait peu de chances de survie et encore moins de chances sans séquelles. Et donc, on a choisi, et c'est grâce à lui. Alors, je le remercie chaque année en lui disant « Tu as dû souffrir autant pour me faire souffrir autant et me donner le désir de changer les choses. » Alors, j'ai poussé ma chance à avoir aussi une fille à terme et en santé qui a 25 ans maintenant. Donc, oui, notre famille s'est bouclée
de belle façon pour porter l'espoir, en fait. Ginette Manta, merci énormément d'avoir été avec nous. C'était un immense plaisir. Le temps a passé trop vite. Plaisir partagé, M. Lantaigne. Les gens qui veulent en savoir plus peuvent se rendre sur premaquebec.ca ou appeler le 1-888-651-4909. Merci encore d'avoir été avec nous. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à nos précieux invités. Ça a été extrêmement enrichissant comme toujours. Merci à Mathieu Tessier à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche. Et à vous qui êtes à l'écoute, on se donne rendez-vous assurément la semaine prochaine, même heure, même poste, où je vous ferai encore découvrir 2 autres héros anonymes. Merci, bonne semaine, à bientôt.